bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la dernière séance de notre cours sur la gestion du risque à l'international. Aujourd'hui, nous allons traiter des techniques commerciales. Pourquoi les techniques commerciales dans un cours de finance internationale? C'est pour pouvoir surtout compléter votre culture à l'international et pour vous dire qu'il n'y a pas que les techniques financières pour se couvrir contre le risque de change, mais il y a également des techniques commerciales, contractuelles et qui vont permettre surtout de procurer une garantie contre le non-paiement. D'accord, donc c'est le maximum de garantie possible contre le non-paiement, d'accord, des transactions à l'international. Nous allons voir une belle brochette de techniques. Ça va commencer par le crédit documentaire qui offre le maximum de garantie à l'international. Et par la suite, nous allons voir la lettre de crédit stand-by. À chaque fois, nous allons voir les avantages et les inconvénients de chaque technique. L'objectif ici, c'est de vous donner cette culture, mais critique, d'accord, de chaque technique à part, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Il y a l'assurance crédit, la facturage, le paiement à la commande ou la compte, et puis nous allons terminer par le termaillage. Alors pour commencer, le crédit documentaire, on l'appelle également dans le jargon le CREDOC. Qu'est-ce qu'on entend par le CREDOC? C'est une technique qui offre une garantie contre le non-paiement à l'international. Là, il s'agit d'un engagement pris par les deux banques, la banque de l'importateur et la banque de l'exportateur. L'importateur, lui, qu'est-ce qu'il craint? Quand il veut acheter à l'international, il craint de recevoir des choses qu'il n'a pas commandées. Il craint tout simplement d'être arnaqué par une entreprise qui va lui livrer des marchandises qu'il n'a pas commandées avec une qualité inférieure ou bien tout simplement des choses qu'il n'a jamais commandées. Alors, comment faire pour sécuriser la conformité des marchandises? C'est sa banque qui va gérer ça. La banque de l'acheteur va recevoir un certain nombre de documents de la banque du vendeur. Ces documents-là vont permettre de sécuriser, de garantir la conformité des marchandises. Comment est-ce qu'on envoie ça? On l'envoie par voie SWIFT à l'international. Et la banque de l'acheteur va bien sûr regarder tous les documents et pour s'assurer de la conformité, d'accord, des marchandises qui seront livrées. Et en cas d'accord, d'accord, la banque va bien sûr va transférer son aval à la banque de l'exportateur pour réaliser, d'accord, l'exportation en question. Et bien sûr en contrepartie, la banque de l'acheteur, la banque de l'importateur va garantir, va sécuriser le paiement à l'international. Donc, on voit ici que, bien sûr, c'est 100% d'avantage. L'importateur reçoit la garantie de la conformité et le vendeur reçoit la garantie du paiement par, bien sûr, la banque de l'importateur. Donc, pourquoi on l'appelle CREDOC? C'est parce qu'il y a bien sûr ces documents-là qui seront transférés et qui vont permettre bien sûr la garantie de la conformité de la marchandise envoyée. Voilà. Donc, ça va donner l'assurance à la fois à l'exportateur, d'accord, de recevoir son paiement et à l'importateur que le paiement par sa banque ne sera effectué que si, bien sûr, le vendeur peut montrer qu'il a correctement exécuté ses propres obligations contractuelles. Donc là, c'est le CREDOC. Par la suite, il y a la lettre de crédit stand-by. La lettre de crédit stand-by garantit les obligations d'un acheteur. Surtout, là, ça concerne le paiement. Donc, on ne parle pas de conformité, mais on parle de paiement des marchandises ou des services. Donc, c'est une garantie qui porte sur tout simplement le paiement. Mais quand est-ce qu'on peut utiliser cette garantie de paiement? Uniquement en cas de défaillance de l'importateur. Si l'acheteur s'avère défaillant financièrement et ne peut pas honorer son engagement, c'est sa banque qui va intervenir pour, bien sûr, régulariser le paiement en question. Donc, là, comme avantage, on voit très bien qu'il s'agit d'une technique intéressante, plus souple et plus simple à mettre en place. Par contre, il n'y a pas, d'accord, de garantie concernant le paiement. Ce n'est pas un moyen de paiement parce que l'engagement, d'accord, de payer ne va intervenir qu'en cas de défaillance. Donc, ce n'est pas un moyen de paiement officiel. Mais on peut utiliser, d'accord, cette garantie de paiement en cas de défaillance de l'importateur et en même temps, cela ne permet pas de se couvrir contre la livraison non conforme comme le fait le CREDOC. Troisième technique contractuelle pour se couvrir contre le risque de change, nous allons citer l'assurance crédit. Là, il s'agit carrément de se diriger vers un organisme financier, une compagnie d'assurance,
pour permettre au vendeur de limiter ses pertes en cas d'impayé. Donc, quand est-ce que l'assurance crédit va intervenir? C'est en cas de dégâts. En cas de, bien sûr, d'incident de paiement. S'il y a un problème de paiement, on peut bien sûr couvrir cet incident-là par bien sûr le financement de la société d'assurance. Donc là, l'assureur va vérifier par différents moyens les crédits à accorder à l'acheteur pour lui permettre bien sûr pour l'indemniser, parce que c'est une indemnité, pour l'indemniser des pertes liées bien sûr au non-paiement à l'international. Il faut savoir que le montant assuré par l'assureur ne va pas couvrir la totalité, mais en général, ça permet d'atteindre les 90%. D'accord? Donc, en général, on peut atteindre jusqu'à 90% en cas d'indemnisation, d'accord, réalisée par une assurance crédit. Par la suite, il y a la facturage ou ce qu'on appelle le factoring. Donc là, c'est une technique qui va permettre de céder tout simplement la gestion et le recouvrement de ces factures à un organisme extérieur. D'accord? C'est une externalisation de la gestion du recouvrement qu'on va donner à une entreprise spécialisée. Il y a des banques qui font ça. Et bien sûr qui va en quelque sorte assurer, d'accord, un paiement pour l'entreprise en question. Donc la différence entre la facturage et les entreprises de recouvrement, c'est que la facturage, on reçoit la contrepartie. Les entreprises de recouvrement, on externalise uniquement la gestion, sans garantie de paiement. Ici, on est payé sur les factures en question. D'accord, on externalise la gestion et bien sûr on a le paiement bien sûr concernant les créances ou bien concernant les factures cédées au facteur. Donc là, il s'agit d'une technique commerciale parce qu'il faut payer, d'accord, le facteur pour avoir la contrepartie des sommes, d'accord, liées aux factures en question. En cas d'impayé à l'échéance, le facteur assume le risque de crédit. Donc même si bien sûr même si l'acheteur ou bien le client de l'entreprise n'a pas payé, c'est le facteur qui va assumer le risque de non-paiement. C'est pour cette raison il y a un certain nombre de taux d'intérêt, il y a des commissions, il y a des dépôts de garantie, d'accord, à respecter quand on veut faire de la facturage avec un organisme financier. Donc, les avantages de la facturage sont les suivants. Le factoring peut offrir à l'entreprise une couverture contre le risque de crédit, mais également contre le risque de change et être un moyen de financement. Donc, c'est très intéressant. Ça permet d'alimenter sa trésorerie, surtout quand on a un amas de factures non payées. D'accord, ça permet de mobiliser les créances de l'entreprise, de soulager le bilan de l'entreprise, mais en même temps, il faut savoir là, bien sûr, qu'on externalise la gestion de ces créances à un organisme extérieur et qu'on ne peut pas faire du cas par cas, d'accord? Et bien sûr, on va dire qu'on va abandonner la gestion, d'accord, des créances à un organisme extérieur. Puis, il y a le paiement à la commande. Le paiement à la commande, c'est quoi? C'est qu'au moment, d'accord, de la commande, il faut payer la contrepartie sans attendre la livraison. C'est un moyen très sûr. Ça garantit, bien sûr, de recevoir le paiement. On va recevoir notre paiement, d'accord? Mais en même temps, c'est une technique qui est commercialement la plus mauvaise. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a aucune confiance, d'accord? Et ça ne permet pas d'établir une relation commerciale intéressante entre l'acheteur et le vendeur. Un paiement à la commande correspond à un paiement anticipé. Là, bien sûr, on anticipe le paiement. D'abord, je reçois le paiement et par la suite, je livre la marchandise. Donc, confiance zéro. Et c'est vraiment préconisé pour la première commande quand il n'y a pas un historique de relation entre l'acheteur et le vendeur. Et bien sûr, là, ça suppose de la part de l'acheteur une confiance absolue à l'égard de son fournisseur parce qu'on va payer le fournisseur, d'accord, et on va attendre par la suite la livraison. Donc, quand il n'y a pas de confiance vis-à-vis du fournisseur, c'est un moyen à bannir, d'accord, absolument, parce que ça va désavantager, bien sûr, l'entreprise en question. Et puis,
Il faut savoir que la réglementation d'échange de nombreux pays interdit ce type de contrat. Il y a pas mal de pays qui interdisent ce type de contrat, c'est-à-dire le paiement à la commande. L'acheteur peut diminuer le risque inhérent à ce genre de contrat en exigeant de son fournisseur, en contrepartie de son versement, une garantie bancaire de remboursement, au moins une garantie bancaire de remboursement, au terme de laquelle une banque s'engage à le rembourser si les conditions d'appel à la garantie sont remplies. Non-conformité des marchandises expédiées par rapport au contrat commercial. Donc, en moins, on peut avoir cette garantie de remboursement en cas de problème lié à la conformité des marchandises. Et puis, pour terminer, je vous propose le termaillage. C'est une technique financière qui s'emploie lorsque... Donc, ça, c'est pas une technique commerciale, c'est une technique financière réalisée par un financier qui va un petit peu réunir toutes les transactions à l'étranger à terme de l'entreprise, à la fois les achats et les ventes, et il va essayer de regarder leur évolution en termes de tendance, d'accord? Si on s'attend à une augmentation du taux de change, d'accord? L'augmentation du taux de change pour les achats signifie aggravation du risque de change, signifie perte de change. Alors, pourquoi ne pas accélérer le paiement? C'est-à-dire sans attendre le terme, parce que quand on va attendre la fin du terme, on risque de faire face à une grosse perte de change. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va accélérer le paiement en cas de tendance haussière pour les achats et on va retarder les paiements en cas de tendance baissière et vice-versa pour les ventes. Donc, pour les ventes, si on constate qu'il y a une tendance haussière, on a intérêt à prolonger le délai. Donc, on va négocier des délais plus lents pour la tendance haussière concernant les ventes et en cas de tendance baissière, on va essayer d'écourter les délais en question pour bien sûr limiter les dégâts et limiter les pertes de change. Exemple ici, un exportateur aura intérêt à accélérer l'encaissement du paiement de sa marchandise s'il y a un risque de dépréciation de la devise étrangère et inversement. Donc là, il s'agit tout simplement de jouer, entre guillemets, des délais en regardant les anticipations sur le marché de change. En cas d'anticipation haussière, voilà ce qu'il faut faire et en cas d'anticipation baissière, voilà ce qu'il faut faire. Donc voilà, on arrive à la fin de notre cours. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne continuation.